Bonjour Philippe et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Donc toi, tu es maire de Grigny et tu es à l'initiative d'une lettre qui a été signée par une centaine de maires et de présidents de collectivités à destination du président de la République. Cette lettre, dans le préambule, elle dit qu'elle fait suite à ce qui avait été dit à Tourcoing à l'époque et déjà vous aviez lancé l'appel de Grigny. Est-ce qu'en 3 ans, il n'y a rien qui a été fait en fait? C'est ça ma première question, on part de là déjà. En 3 ans, il y a eu un rendez-vous manqué avec la République, lorsque le président de la République, le 22 mai 2018, balaye le rapport Borloo, qui était le fruit d'un consensus, mais d'un travail, d'une mobilisation, encore une fois, de manière transpartisane. C'était des élus locaux qui s'étaient réunis, qui avaient fait le tour de France, avec des associations. Alors tout ça avait bien évidemment certainement des manques, mais en tout cas, il n'y avait jamais eu un travail aussi approfondi venant encore une fois du terrain. C'était ça la grande nouveauté. Mais aujourd'hui, la situation, elle est tout autre. Moi, je ne rentrerai pas dans le débat si le plan Borloo a été fait à moitié, aux trois quarts, à 85%, comme on souhaiterait nous y amener. Le sujet est tout autre. D'abord, la crise sanitaire. Il y a surmortalité dans les quartiers populaires. C'est un fait constaté, objectivé. Deuxièmement, la crise sociale et économique touche prioritairement les villes populaires et les quartiers populaires. Là aussi, les faits sont terribles. Dans nos villes, le chômage a augmenté, les inscrits aux minima sociaux ont augmenté, l'aide alimentaire a également augmenté, puisqu'on a constaté dans nos centres communaux d'action sociale et avec nos partenaires de nos grandes associations caritatives, le Secours catholique, le Secours populaire, ou encore les Restos du Cœur, 10, 20, 30% d'augmentation de l'aide alimentaire. Donc, crise économique et sociale plus forte, crise sanitaire, et la question de ce que nous avons traversé ces dernières semaines, de l'horreur terroriste qui est venue nous rappeler que pèse sur notre pays un risque majeur d'éclatement de notre société, et bien évidemment, nous a fait prendre conscience qu'il fallait non pas être résigné et fataliste, mais proposer quelque chose. Justement, tu parles de l'aide alimentaire et c'est une question qui est structurante parce qu'on voit que dans de nombreux territoires, des gens ont faim. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part désemparé des fois quand on voit que dans le nouveau budget, la part qui est consacrée à l'aide alimentaire au niveau national, elle a baissé de 8 millions d'euros. Est-ce que c'est un très mauvais signal alors que vous demandez justement une prise en compte plus large par l'État? Il y a bien évidemment énormément de mauvais signaux qui sont lancés. La question des 8 millions du budget de l'État sur l'aide alimentaire sucrée au moment où la France entière a faim. Enfin, je veux dire, le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Fondation Abbé Pierre, toutes nos grandes associations, ATD Quart Monde, constatent, et nos centres communaux d'action sociale, nous aussi, nous sommes des acteurs de cette solidarité que nous devons à nos concitoyens et à tout être humain. Euh, on ne comprend pas comme on ne comprend pas, et c'est la principale de nos revendications, que dans son plan de relance, il n'y ait rien de ciblé sur les territoires qui sont les plus fragiles de la République. Et je reviens sur cette crise multiple que nous traversons plus fortement que la France, fondamentalement, que le reste de la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des souffrances ailleurs, mais nous, plus rapidement, euh, nous avons une obligation que ce plan de relance vienne spécifiquement sur nos territoires et notre main tendue au gouvernement et de dire ça ne va pas venir d'en haut. Nous, on est prêt à faire monter des solutions de terrain pratico-pratiques sur l'aide alimentaire, sur l'emploi, sur la santé, sur la rénovation urbaine et le logement, parce qu'on a des bonnes pratiques. Et donc, nous sommes aussi dans un schéma un peu différent. Nous ne tendons la main non pas pour uniquement avoir des moyens financiers, mais nous tendons la main pour faire valoir nos solutions et tous les territoires de France, les élus locaux, les associations. Voilà, aujourd'hui, cette crise, ce premier confinement, on l'a vécu, on a résisté, et aujourd'hui, on veut être force de proposition. Il y a quelque chose qui est inédit un peu dans cette lettre, c'est notamment la composition des signataires, puisque dans les appels historiques sur ces questions-là, il y avait les villes de banlieue, si on peut dire traditionnelles, et les quartiers populaires, sans les montrer du doigt, c'est pas ça le sujet. Mais aujourd'hui, on a des gens comme François Barouin qui signent, qui sont quand même pas ce qui se fait de plus progressiste des fois.
on a des villes comme Albi, des villes comme, de taille moyenne. C'est un signal important qui dit que les élus ont vraiment pris conscience qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de décisions concrètes, ça va être catastrophique demain. C'est absolument cela. C'est la raison pour laquelle la comparaison avec l'appel de Grigny n'est plus la même. À l'appel de Grigny, nous étions beaucoup moins d'élus. Et là, nous avons été, avec les initiateurs, le noyau dur du collectif, très étonnés de cette forte mobilisation des villes moyennes, mais parce que concrètement, il y a un avant et un après Covid, même si nous sommes encore dans le Covid. Je vais le dire autrement, il y a un avant et un après premier confinement, qui fait que, et c'est mon avis personnel, je pense que nous sommes à une nouvelle page de l'écriture de notre République. C'est un fait historique majeur dans cette 5e République. Il y a eu le choc de 1974, il y a eu la crise financière de 2008, et je pense que 2020, Covid et ses conséquences sanitaires, sociales, avec le drame terroriste et les risques qui pèsent sur notre nation, font que nous sommes à un moment historique. Et on l'a tous compris, nous, acteurs de terrain, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a eu cette mobilisation. En tout cas, c'est un élément extrêmement important. Nous devons être à la hauteur de cette nouvelle page qui s'écrit, et nous proposons d'être co-rédacteurs de cette page. Justement, tu parles de solutions concrètes, c'est effectivement aussi le cœur de la lettre. Il n'y a pas simplement la demande de moyens, il y a des propositions. Vous parlez d'un Conseil national des solutions. Tu peux nous dire ce que c'est? Est-ce que, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce soit encore une autre structure qui vienne s'amonceler aux autres? Et comment ça va fonctionner? Comment c'est financé? Avec qui? Si tu peux nous expliquer. Alors, nous avons donc bien évidemment des moyens, parce qu'on ne change pas la vie des gens au bout d'un moment sans moyens. Et puis, cette proposition de Conseil national des solutions, c'est-à-dire qu'il faut un changement de méthode. Plus largement, je crois que notre méthode qui a fait consensus, c'est un nouveau rapport entre l'État central et ses territoires. Derrière ce que nous proposons, c'est le débat profond qu'il y a dans notre société. De dire, mais la démocratie ne fonctionne pas. Lorsqu'il y a des annonces de plans de milliards là-haut et qu'on ne voit rien arriver sur les territoires, ça crée une crise de légitimité politique et démocratique. Aujourd'hui, dans notre pays, et encore une fois, les maires, toutes tendances confondues, sont les hommes et les femmes politiques qui ont un peu plus le respect. Mais les dernières élections municipales montrent bien qu'il y a eu une aggravation de l'abstention. Donc, tout ça est fragile et il faut réinventer la République, réinventer l'intervention publique dans nos villes et dans nos territoires. Quand je dis ville, je dis aussi village, parce que les territoires ruraux doivent avoir accès au plan de relance. Les territoires d'outre-mer doivent avoir accès au plan de relance. Ce n'est pas uniquement un débat sur les villes et quartiers populaires que nous engageons. Donc, un nouveau rapport, ce Conseil national des solutions, c'est ce changement de méthode que nous appelons très concrètement sur l'emploi. Il y a des expériences dans nos territoires qui doivent avoir des répercussions nationales. Ça fait des années qu'on vit dans ce pays l'initiative Territoire zéro chômeur, par exemple. Il y a un an, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, on s'arrache les cheveux dans notre pays pour savoir si on expérimente à 10 ou 20 territoires supplémentaires. Et pourquoi on ne va pas plus vite? Pourquoi on ne va pas plus vite? Dans un pays où il y a 1 million de sans emploi et sans formation, ce qu'on appelle les NEET, des jeunes sans emploi, sans formation, et on va mettre 1 an à tester des choses. On peut se planter, mais on n'a pas le droit de mettre autant de temps à essayer. Le travail de l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on donne les moyens dans nos territoires, parce que nous avons des expériences, encore une fois, à l'économie sociale et solidaire de se développer pour être des sas d'insertion, mais aussi d'activité économique pleine et entière à celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Des centres de santé dans nos quartiers, là où c'est les déserts médicaux, on s'arrache pour faire des maisons de santé des maisons de services publics. Là. Il y a des millions qui sont annoncés, ça arrive nulle part. Nous, on dit, remettons la santé au cœur. On vient de traverser une crise sanitaire terrible. On souffre de cela. Créons des centres de santé dans nos quartiers, dans nos villes, où il y a un désert médical. Donc, ces solutions-là concrètes, il y a les centres médicaux, les centres de santé municipaux qui existent dans beaucoup de villes, qui marchent. Il y a des formules associatives, il y a des formules coopératives. Tout cela est en dehors des radars de nos élites, des gouvernements. Et nous, on dit, voilà, nous, on veut mettre ça face à vous. Ça marche, ça fonctionne dans nos territoires. Et c'est comme ça qu'on va refaire République, parce que ce qui est en train de se passer dans nos villes et nos quartiers populaires,
c'est que l'aggravation de ces crises sanitaires, économiques, sociales, et je vais le dire identitaires de notre nation, fait que ce décrochage républicain va devenir un gouffre. Et on ne peut pas créer un gouffre républicain. Nous, on veut faire république. Et la république, c'est l'égalité. Donc, c'est de lutter contre les inégalités pour faire en sorte que la promesse républicaine ne soit pas du pipeau, ne soit pas un mensonge, et que une jeunesse se détourne de cette promesse républicaine. Voilà, c'est impossible. Enfin, on entend les mots ils sont extrêmement forts, mais comment on fait justement pour mettre en place ce que tu dis, parce qu'on a l'impression d'être face à un gouvernement, c'est pas qu'une impression, qui dit sans cesse qu'il faut se réinventer, qu'il faut changer de modèle. On a entendu toutes les formules pendant la crise. Aujourd'hui, les choix qui sont pris, ils vont à rebours des exigences populaires que toi tu exprimes. Évidemment, lorsque l'on demande la sanctuarisation du 1 milliard sur le plan de relance, c'est 1%. Je rappelle que les habitants des quartiers populaires représentent 15% de la population et ils ont une autre particularité, au-delà des inégalités, c'est que c'est là où la jeunesse de demain habite. Va à l'école, une école d'ailleurs de la République qui se délite dans nos quartiers depuis 20 ans, où le chômage de masse crée des situations apocalyptiques de génération en génération. Donc, bien évidemment que nous avons besoin de cette solidarité nationale et que les choix aujourd'hui gouvernementaux interrogent, posent question, ne vont pas dans le bon sens. Après, nous, on est têtus et on résiste. Et donc, on dit, écoutez, au lieu de se résigner dans cette situation, on reprend notre bâton de pèlerin et on dit, il y a des choses qui fonctionnent. Alors, encore une fois, dans un consensus. Mais il me semble que c'est aussi la force de ce mouvement, de ce consensus territorial, politique, de gens qui ont envie de faire et qui sont attachés à leurs concitoyens, avec leurs orientations politiques, avec leurs contradictions politiques. Je le dis aussi. Il y a oui, des gens qui, moi par exemple, oui, je suis vraiment fondamentalement pas dans une ligne libérale. Et je pense que c'est même la République libérale qui a fragilisé l'école, qui a organisé le chômage de masse et qui fait que les inégalités explosent. Il y en a un autre qui va être libéral et qui va considérer que les inégalités fragilisent notre République et qu'il faut trouver des modes de régulation beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui. Soit on continue à s'insulter, soit on se met ensemble. On a une particularité, moi et celui qui a une autre vision que la mienne, c'est que l'existence détermine la conscience. Et ce que nous avons vécu pendant le premier confinement, les maires, les collègues élus locaux, je crois, a marqué profondément les esprits, parce qu'on a couru partout, au contact de nos concitoyens, et on les a tous entendus dire la même chose. Et je pense qu'il y a un avant et un après véritablement. Donc, oui, des contradictions, oui, je ne suis pas dupe, je ne suis pas dans l'angélisme. Par contre, il faut recréer de l'espoir. Et je sais que le chemin sera long, que la colère actuelle qui s'exprime, nos propositions sont une première étape, mais que fondamentalement, pour changer la vie des gens, il va en falloir du temps. Je prends un exemple. À Grigny, l'école, c'est 50% des élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme. Même si on a inventé les cités éducatives, qui sont d'ailleurs nées à Grigny, c'est une solution locale qui est devenue nationale. On demande d'ailleurs qu'elle soit déployée dans toutes les villes qui ont des quartiers politiques de la ville, et pas uniquement dans les 80 ou les 40 qui vont être nouvellement nommés par le gouvernement. Mais je sais très bien que le travail des enseignants, que l'école ne va pas changer ce terrible aveu d'échec du jour au lendemain, et qu'il va falloir du temps. Donc voilà, nous sommes dans une séquence d'urgence. Nous ne voulons pas passer à côté d'un plan de relance où il nous faut des moyens, et on dit qu'il faut changer la méthode. Mais pas dupe sur le fait que changer véritablement les inégalités, il va falloir des changements structurels très forts, mais pour l'instant, besoin de résister. Il y a une autre bataille que vous menez en parallèle à Grigny, mais qui s'inscrit dans la crise qu'on traverse et dans le symbole d'une société qui ne marche pas, c'est que tu te mobilises avec ton équipe pour implanter une surface commerciale en centre-ville. Et en face, il y a une enseigne qui appartient à un grand groupe, Leclerc, je peux le dire, qui oui. Bloque. Aujourd'hui, l'élu, le maire, il est démuni face à ça, alors que c'est une position qui est attendue par tes concitoyens. C'est compliqué, ça. C'est dans cette période, on me dit, mais Philippe, le business, c'est la guerre. Donc, c'est somme toute normal.
C'est ça qu'on me dit lorsque je rentre en négociation, en tentative de trouver des solutions, etc. Effectivement, une ville de 30 000 habitants sans surface alimentaire, la dernière est partie en 2016. Nous sommes en contentieux d'ailleurs, c'est le groupe Casino, fait partie du phénomène de ségrégation et de décrochage républicain. Un territoire qui n'a pas accès, dont ses habitants n'ont pas accès dans la proximité à un commerce qui est uniquement alimentaire, alors que le groupe Leclerc qui nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie, fait du textile, de l'électroménager, etc. C'est une double peine pour un territoire comme Grigny. D'abord pour les habitants, parce que ce qui est proposé en accord avec l'État, puisque ce projet est soutenu par l'État, le département, notre intercommunalité, et en fait, il y a un privé qui fait un bras d'honneur à l'intérêt général, parce que nous sommes dans une opération d'intérêt national. Il y a quelqu'un qui joue du droit. Alors on me dira, oui, c'est le droit. Bah ouais, mais le droit, des fois, il est immoral et injuste. Et là, il est immoral et injuste. Et on a un acteur économique qui, encore une fois, fait un bras d'honneur à l'État, la ville de Grigny, tout le monde institutionnel qui se sont mobilisés pour réaliser ce projet, le conseil départemental de l'Essonne, qui n'est pas de ma couleur politique, et mon interco. Le vrai sujet, c'est que en fait, ces pratiques-là empêchent le développement de nos villes. On crée un cœur de ville. C'est un peu d'actualité. On crée un commerce de proximité dans une ville qui n'a ni cœur de ville, ni commerce de proximité. C'est le sujet numéro 1 de tous les maires de France. Et encore plus aujourd'hui avec l'histoire du confinement. Et là, il y a un type qui dit, bah non, on va retarder de 18 mois. Mais dans quel monde on vit, franchement? Et les habitants sont pris en otage, mais aussi la ville. C'est-à-dire qu'on dit toujours, on nous pointe du doigt, nous, les villes qui sont en difficulté. Oui, c'est un peu la stigmatisation du pauvre. Nous sommes les boucs émissaires, vous n'y arrivez pas, vous êtes mauvais, etc. Là, on trouve un partenaire privé qui correspond au panier de la ménagère grinoise. On monte tous les dossiers, on a 2 recours qu'on gagne à l'unanimité et on nous en fait un 3e qui nous fait retarder de 18 mois, 30 millions d'investissements, 200 salariés sur le chantier, à terme 150 employés. Oui, dans ce pays, il y a des gens qui empêchent que des villes comme les nôtres se développent. Alors des fois, ça relève du politique et puis des fois, ça relève du monde économique. Et là, nous sommes typiquement dans une situation où on empêche le développement d'une ville qui veut s'en sortir. On va finir là-dessus. Il y a eu aussi un autre élément dans votre lettre qui est aussi central dans les villes, c'est la question du logement. Tu as parlé tout à l'heure de l'agence de rénovation urbaine, l'ANRU, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez réussi, en tout cas, vous avez un procès contre un marchand de sommeil. Est-ce que tu peux nous raconter comment la question du logement et de l'aménagement urbain, elle est aussi une réponse aux problématiques qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, le mal logement est une réalité. Nous ne construisons plus assez de logements sociaux publics, je vais le dire comme ça aussi. Et donc, nous n'arrivons plus à loger une partie de nos concitoyens dans la 6e ou 5e puissance mondiale. Ce n'est pas le fruit uniquement de ce gouvernement. Ça fait des années. C'est comme le délitement d'école, ça fait 20 piges. Le chômage de masse chez les jeunes, ça fait 20 piges. On n'apporte pas d'autres solutions. Et c'est en ça que je dis, moi, la République libérale, c'est elle qui a atteint nos fondamentaux républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Surtout égalité, qui est quand même au cœur de notre devise. Le logement participe à cela. Et il y a des territoires qui accélèrent les inégalités parce que la précarité du logement y est plus forte. Et aujourd'hui, le mal logement en France n'est pas tant dans le logement social, même s'il y a des situations extrêmement dures, mais on voit apparaître, et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre, qui est le thermomètre du mal logement en France, tire la sonnette d'alarme depuis 4-5 ans sur les phénomènes des copropriétés dégradées. Et donc, enfin, la France s'est dotée d'outils d'intervention dans les copropriétés dégradées. Il se trouve qu'à Grigny, on en a une petite de 5000 logements, qui est la plus grande d'Europe et qui est dans une situation extrêmement délicate. D'ailleurs, j'y habite et je suis dans mon appartement ce soir, dans cette copropriété, où nous nous sommes aperçus que des marchands de sommeil, des marchands de misère utilisent le manque de logement pour entasser des gens dans des logements où il n'y a plus de contrôle. Une copropriété dégradée, c'est quoi? C'est l'organe de la copropriété qui dysfonctionne, qui ne tient plus la situation. Cela engendre des impayés de charges,
de moins de services et donc d'un phénomène de dégradation et donc des pratiques frauduleuses liées au logement. Il y en a plusieurs et l'une d'elles a grigné de manière très forte un jeu malsain, mortifère, honteux, scandaleux de propriétaires qui découpent des logements et font de la suroccupation. Hier, il y a eu un jugement, puisque la ville se porte systématiquement partie civile, c'est elle qui va dénicher les situations. Hier, un propriétaire qui avait deux chefs d'accusation principaux, la division d'appartements et surtout l'hébergement portant atteinte à la dignité humaine. Le tribunal, en première instance, donc il peut y avoir appel, a donné 13 mois d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt immédiat. Réquisition du bien. Donc, durant tout le mois, là, jusqu'à la fin d'année, on va avoir 7 ou 8 audiences parce que, enfin, notre pays s'est doté d'outils pour faire la chasse à ces voyous à col blanc, parce que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, on a affaire à des voyous à col blanc, c'est-à-dire des cas de sup, qui, au-delà de leur activité professionnelle rémunératrice, ils ont les compétences, les qualifications, certains ont trouvé matière à se faire beaucoup plus de pognon et à vivre de la misère des gens. Je vais donner 2-3 chiffres. Une chambre à Grigny peut se louer 500 € les 10 mètres carrés par mois. C'est-à-dire qu'on est sur des tarifs de 50 € le mètre carré, dans des conditions où on peut partager bien évidemment les pièces d'eau à plusieurs. Et il y a des situations où il y a évidemment des enfants, où il y a même parfois des femmes seules, avec des chambres occupées par plusieurs hommes. Et puis la femme peut avoir peut-être une fille de 11-12 ans. Donc cela crée des situations d'une inhumanité incroyable, à 100 € la chambre. Merci Philippe pour nous avoir accordé ce moment. Et bien, bon courage dans ta bataille et dans les combats que tu mènes. Et encore une fois, merci. Merci, à très bientôt.